Alors, madame et messieurs les ECOSAT, merci d'être venus au Congo et de participer à ces colloques. Mesdames et messieurs les ministres provinciaux, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je salue particulièrement la province du Kasaï, elle est là, le Congo central, le Kasaï central, la province du Kasaï oriental, le Nord Kivu, et toutes les autres provinces qui ont daigné participer à ces colloques. Merci beaucoup pour votre présence. Je salue en tout cas tous les membres de l'administration, les membres de la société civile et les autres acteurs de l'agriculture qui ont accepté de participer à ces colloques et de participer des expériences qui ont été échangées dans le cadre de préparer de ces colloques. Je voudrais vous dire qu'avec la vision que développe notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, pour la revanche du sol sur les sous-sols, avec la stratégie de mise en œuvre qui a été adoptée par le gouvernement de la République dirigé par Soumino, la révolution agricole agressive, elle est non seulement une nécessité, mais une obligation pour nous tous. Parce que nous vivons l'un des scandales honteux avec de l'eau douce et bassin hydrographique les plus intenses du monde, avec plus ou moins une centaine de millions d'hectares sur lesquels on peut exercer l'agriculture, mais le pays qui a les records des personnes qui sont dans les besoins alimentaires les plus aigus. 24 millions de Congolais sont en situation de sécurité alimentaire. 3,9 millions de Congolais sont dans une situation critique de sécurité alimentaire aiguë. C'est-à-dire qu'à ce moment ici, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. C'est ça le paradoxe que nous sommes appelés à résoudre. Et donc à mettre la question de l'agriculture comme non seulement une question de business agricole, mais aussi une question vitale pour la République démocratique du Congo. C'est donc à cela que je vous remercie d'avoir réfléchi pendant ces quelques jours sur cette question et d'avoir formulé de fortes recommandations. J'étais au courant toujours de l'évaluation, de fortes recommandations pour nous orienter à pouvoir faire quelque chose pour régler ces paradoxes alimentaires. Mes chers frères, pour arriver à régler la République démocratique du Congo, un pays autonome, un pays autosuffisant en agriculture, nous devons prendre des décisions courageuses. Et pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons été désignés pour conduire ce secteur aussi vital par les chefs de l'État, nous nous sommes dit qu'ils ne vont pas nous éparpiller. Nous allons rester concentrés sur 5 piliers majeurs qui nous permettent de remettre l'État au centre d'un accompagnement agricole réel. Et ces 5 piliers, je vais vous les énumérer à quelques minutes. Le premier, c'est le début du commencement. Il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas de semences. Je sais que certains d'entre vous qui eux aussi sont confrontés à des problèmes de semences dans leurs entités, ils savent que les semences que nous avons dans le pays, c'est des semences qui ne peuvent pas nous permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire. Nous avons la moyenne de production céréalière, pour ce qui concerne principalement le maïs, qui est notre denrée alimentaire principale, de 8 sacs de 100 kilos de maïs par hectare. Est-ce que ça va? 8 sacs de 100 kilos de maïs, ça veut dire combien de kilos? 800 kilos 800 kilos par hectare. Alors qu'aujourd'hui, pas plus loin que nous, qui vont jusqu'à 8 tonnes, 10 tonnes. Je parle bien du Burundi, le plus minuscule des pays autour de nous, 4 tonnes à milliers de paysans à l'hectare. Et donc, tant que nous sommes encore en train de promouvoir des variétés qui ne nous permettent pas de pouvoir avoir un rendement à l'hectare, qui permettent à nos paysans de se retrouver en matière agricole, effectivement, on va avoir des problèmes.
Nous sommes déjà à 8 900 000 hectares cultivés rien que pour les produits céréaliers, avec une production qui ne nous permet pas de pouvoir réaliser les résultats qui sont attendus de nous. Vous vous imaginez, si nous quittons seulement les ratios de rendement de 0,8 tonnes à l'hectare et que nous arrivions à atteindre les rendements des pays comme le Burundi de 4 tonnes, nous allons régler notre déficit agricole sans être obligés de chercher de nouvelles terres. C'est-à-dire que le premier pilier, c'est la semence. C'est ici que la semence est au centre de la stratégie que nous allons pouvoir faire au niveau du gouvernement. Les ministres provinciaux, ils sont là, ils savent que je les ai écrits pour leur dire maintenant chaque province doit mettre à notre disposition un terrain qui va être après l'expérience pilote de ce qu'on a appelé les CAPSA. Les CAPSA, ça existait dans ces pays depuis trop longtemps. Nous l'avons abandonné puisque le système belge créait un système avec une trilogie INERA, CAPSA et le SENACEM que nous avons abandonné. Maintenant, nous allons remettre les CAPSA au centre. Et donc, pour cette année, chaque province va avoir un CAPSA développé avec l'ensemble des services d'accompagnement qui doivent être rendus aux agriculteurs. La deuxième chose, ce sont les fertilisants et les pesticides. Je les mets ensemble. Aujourd'hui, notre forêt est en train d'être dévastée par une agriculture itinérante sur brûlis parce que les gens ne savent pas avoir le même niveau de production sur la même terre parce qu'ils n'ont pas accès à des fertilisants. Et donc, dans cette stratégie, il est question de rendre disponible et de rendre transformation. Vous savez que le chef de l'État a adopté ce qu'on appelle l'agenda de transformation agricole. Et nous avons le grand programme de transformation agricole pour lequel nous avons les ressources. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que dans chaque province, là où les gens produisent, nous puissions avoir des unités de transformation à l'intérieur de ces provinces. De telle sorte que le produit qui arrive ici à Kinshasa, c'est le riz de Bumba, avec toutes les composantes, les riz raffinés, les riz parfumés, et ainsi de suite, de telle sorte que la production se fasse directement à partir des zones de production. Et ça, ce sont les 5 grandes composantes de cette stratégie de mise en œuvre de la relevage qui sont ici les sous-sols. Mais comme vous le savez, nous avons voulu mettre un accent particulier sur les produits pérennes. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental, puisqu'il faut faire en sorte que nos paysans, au-delà du fait qu'ils produisent les produits vivriers, dont la grande partie, ils les consomment eux-mêmes, qu'ils puissent avoir à côté d'eux des produits qui leur permettent de voir des économies, des produits qui leur permettent d'aller faire des soins, des produits qui permettent d'envoyer les enfants à l'école. C'est le café, c'est le cacao, c'est les palmiers. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de faire la phase pilote de distribution des plantules de cacao. Moi ici, ils savent que nos 3 hubs ont déjà tout le matériel. Nous allons mettre des pépinières. Pour cette année, nous avons prévu de faire 200 000 plantules de café, cacao et palmiers dans chaque territoire. De telle sorte que ces rythmes puissent aller croissant pour permettre aux gens, chacun à côté de sa maison, chacun à côté de sa maison puisse avoir au moins 200, 300 ou 400 plantules de café, de cacao ou de palmiers. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'accroître la production dans ce domaine-là. C'est de l'argent directement qu'on va avoir, puis c'est des produits que la RDC a destinés à l'exportation. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'on ne va pas y arriver si on ne résout pas 4 problèmes. Et ces 4 problèmes, je voudrais que tous ensemble, tout le monde, tous les acteurs, partout où nous sommes, nous puissions nous y mettre. On ne va pas y arriver, premièrement, si on spécifie pour l'encouragement des grands investissements dans le domaine de l'agriculture. On ne va pas rester seulement avec la petite agriculture si nous n'avons pas à côté de ces petits producteurs, des agrégateurs qui sont grands et qui peuvent donner par effet d'éclat leur expérience, leur expertise à des paysans qui sont à côté d'eux. Nous avons des besoins dans les pays. Par exemple, le sucre.
nous importons 95% des cycles que nous consommons dans ce pays. On a besoin d'attirer des investisseurs, par exemple, dans le domaine de production de canne à sucre. Ce que nous sommes en train de faire hier, je suis content de vous dire que j'ai signé un contrat pour la relance de l'autokila à Kisangani, où nous croyons que la quantité de production du site de l'autokila sera capable effectivement de fournir à l'est du pays les cycles dont on a besoin. Nous venons de signer aussi un grand contrat pour le parc agro-industriel de Batabougou, dans lequel il y a une composante de sucrerie pour nous aider à régler. Ce sont des choses qu'on doit faire. Il y a par exemple l'huile végétale. Est-ce que vous savez que nous importons l'huile végétale dans ce pays ici? Alors que nous étions, jusqu'aux années 70, les premiers producteurs africains de l'huile de palme. Alors comment on y revient? C'est-à-dire que nous avons mis en place une stratégie pour soutenir tous les grands agriculteurs qui veulent mettre en place une industrie agroalimentaire qui transforme l'huile de palme en huile végétale. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de vous dire qu'avec l'ensemble d'industries qui viennent d'être mises en place, et nous sommes très sûrs avec la campagne agricole agressive que dans les 5 ans qui suivent, nous allons recouvrer notre autonomie en termes de consommation des huiles végétales dans ce pays. Alors, la 5e chose que vous ne devez pas oublier, c'est le stockage et la transformation agricole. Est-ce que vous savez que si la route de Matadi a un problème pendant 5 jours, nous allons avoir un problème de famine ici? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que au mois de décembre comme aujourd'hui, 1 kilo de riz à Kisangani sera à 0,3. 1 kilo sera à 2 $. Vous savez pourquoi? Puisque lorsque nous produisons, tellement que nous n'avons pas d'infrastructure de stockage, nous tous, nous sommes à l'arrière vers les marchés. Nous inondons les marchés et les prix font quoi? Les prix baissent. Et lorsque les gens ont besoin de ces produits, au moment des semis, nous nous retrouvons en fait sur les marchés avec Kedal. C'est pour cette raison-là que nous avons mis en place une stratégie de construction d'infrastructures de stockage au niveau de l'agriculture. Et nous avons ciblé pour la première phase 7 villes qui vont être concernées, puisque nous croyons qu'en concentrant ces infrastructures de stockage vers les villes les plus peuplées, on va devoir résorber l'ensemble de la consommation vers une stabilité des prix agricoles, mais aussi une sécurisation des prix au niveau des producteurs agricoles. On a choisi Bujumaï, on a choisi Kinshasa, on a choisi Matadi, on a choisi Lubumbashi. Bon, puisqu'on a un petit problème à Goma, on a bien choisi de mettre ça à Butembo, à Kisangani, à Mbandaka et à Kanana. Et nous croyons que ça va être la première phase. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir dans chaque province des infrastructures de stockage à grande échelle pour qu'il y ait une transformation. Vous savez que le chef de l'État a adopté ce qu'on appelle l'agenda de transformation agricole. Et nous avons le grand programme de transformation agricole pour lequel nous avons les ressources. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que dans chaque province, là où les gens produisent, nous puissions avoir des unités de transformation à l'intérieur de ces provinces. De telle sorte que le produit qui arrive ici à Kinshasa, c'est le riz de Bumba, avec toutes les composantes, les riz raffinés, les riz parfumés, et ainsi de suite, de telle sorte que la production se fasse directement à partir des zones de production. Et ça, ce sont les 5 grandes composantes de cette stratégie de mise en œuvre de la relevage qui sont ici les sous-sols. Mais comme vous le savez, nous avons voulu mettre un accent particulier sur les produits pérennes. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Puisqu'il faut faire en sorte que nos paysans, au-delà du fait qu'ils produisent les produits vivriers, dont la grande partie, ils les consomment eux-mêmes, qu'ils puissent avoir à côté d'eux des produits qui leur permettent de voir des économies, des produits qui leur permettent d'aller faire les soins, des produits qui permettent d'envoyer les enfants à l'école. C'est le café, c'est le cacao, c'est les palmiers. À l'heure où je vous parle,
à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de faire la phase pilote de distribution des plantilles de cacao. Moi ici, ils savent que nos 3 hubs ont déjà tout le matériel. Nous allons mettre des pépinières. Pour cette année, nous avons prévu de faire 200 000 plantilles de café, cacao et palmier dans chaque territoire. De telle sorte que ce rythme puisse aller croissant pour permettre aux gens, chacun à côté de sa maison, chacun à côté de sa maison puisse avoir au moins 200, 300 ou 400 plantilles de café, de cacao ou de palmiers. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'accroître la production dans ce domaine-là. C'est de l'argent directement qu'on va avoir, puis c'est des produits que la RDC a destinés à l'exportation. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'on ne va pas y arriver si on ne résout pas 4 problèmes. Et ces 4 problèmes, je voudrais que tous ensemble, tout le monde, tous les acteurs, partout où nous sommes, nous puissions nous y mettre. On ne va pas y arriver, premièrement, si... Au-dessus de son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, je n'ai plus rien à dire, mais je vais me condamner. Là, je ne demande même pas sa permission. Je voudrais que nous puissions l'acclamer en étant debout. Debout pourquoi? Parce qu'il n'était pas physiquement avec nous, mais on a eu le même esprit et nous avons dit le même discours. Ce que je voudrais apprécier, c'est qu'il n'a pas fait son discours avec un papier. Donc ce sont des choses pour lesquelles il est convaincu et il veut que cela se réalise. Donc comme nous sommes debout, nous croyons que tout ce qu'il a dit là, ça sera fait et on va assister au développement de l'agriculture et l'agriculture durable. Il a dit, nous passerons de 800 kg de maïs par hectare à au moins 4000 kg de maïs par hectare. Avec des bonnes semences, il a dit, les fonds miniers peuvent soutenir l'agriculture. C'est à ce moment-là qu'on va assister à la croissance économique partagée. Quand les agriculteurs auront l'argent des miniers, tout le monde dira qu'il est riche et l'agriculture ne sera pas réservée aux gens qui manquent à faire. Nous l'avons dit hier, il a dit aujourd'hui, c'est un métier qu'on prend par option et l'agriculteur doit réellement vivre de ses revenus. Donc on acclame son excellence Monsieur le ministre de l'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire. Et pendant que nous sommes debout, nous exécutons l'hymne national des debout congolais. Ici, ils savent que nos 3 hubs ont déjà tout le matériel. Nous allons mettre des pépinières. Pour cette année, nous avons prévu de faire 200 000 plantilles de café, cacao et palmier dans chaque territoire. De telle sorte que ce rythme puisse aller croissant pour permettre aux gens, chacun à côté de sa maison, chacun à côté de sa maison puisse avoir au moins 200, 300 ou 400 plantilles de café, de cacao ou de palmiers. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'accroître la production dans ce domaine-là. C'est de l'argent directement qu'on va avoir, puis c'est des produits que la RDC a destinés à l'exportation. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'on ne va pas y arriver si on ne résout pas 4 problèmes. Et ces 4 problèmes, je voudrais que tous ensemble, tout le monde, tous les acteurs, partout où nous sommes, nous puissions nous y mettre. On ne va pas y arriver, premièrement, si au système administratif d'accompagnement de l'agriculture. Si nos agronomes ne sont pas bien formés, si nos moniteurs agricoles ne sont pas bien formés, si nos moniteurs agricoles ne savent pas les changements climatiques, comment ils évoluent, quel est le nouveau calendrier qu'on peut proposer aux agriculteurs, s'ils ne sont pas déployés, si on a un personnel vieillissant au niveau du ministère de l'Agriculture, si les vieux qui ont eu d'anciennes expériences et qui ne les ont pas encore transmises aux plus jeunes, si nous avons un système de formation au niveau de l'agriculture qui n'est pas pratique, qui est seulement théorique,
nous ne saurons pas accompagner nos agriculteurs et arriver à régler les problèmes. C'est le premier préalable sur lequel nous tous, nous devons travailler. Le deuxième préalable, c'est le financement de ces systèmes. Et au niveau du financement du système de l'agriculture, on ne doit pas continuer à financer l'agriculture par des fonds qui viennent tantôt, comme on le dit. C'est-à-dire que bon, vous devez courir derrière le ministre des Finances pour chercher un peu qu'on fasse quelque chose. On doit avoir un système de financement de ces programmes qui soit autonome, qui soit sûr. C'est pour cette raison, effectivement, que je suis d'accord avec vous que l'activation du FONADA était une priorité. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que c'est notre conseil de ministre. Et avec un challenge très grand, j'ai dit au chef de l'État, la revanche du sol sur les sous-sols signifie que pour l'instant, comme c'est les sous-sols qui travaillent, les sous-sols doivent financer quoi? Les sols, exact. Et donc, on doit avoir, au niveau des fonds miniers, une quantité importante qui finance les activités agricoles. Et ça sera tout. Et telles sont que les CAPSA, par exemple, ou les INERA, les SENACEM, SENAFIC, qui doivent nous aider à subventionner l'agriculture, qui ne dépendent pas des ressources qui ne soient pas des ressources claires ou des ressources sûres, qu'ils puissent avoir des ressources à leur disposition pour faire ce travail. Le troisième préalable, c'est l'appropriation de ces programmes par la population. La vulgarisation. Vous arrivez à des endroits dans ce pays où les gens continuent à considérer l'agriculture comme une malédiction. C'est-à-dire que c'est le moins nanti de la famille qui fait l'agriculture. Okay. Il n'a plus rien à faire, il fait quoi? L'agriculture. On a refusé ça ici. L'agriculture, c'était business. Les gens qui font l'agriculture, ils doivent être les plus nobles du village, n'est-ce pas? C'est ça. Mais comment on doit convaincre ces gens-là? Est-ce que ça va? On doit faire le travail de sensibilisation. Remettre les gens vers l'agriculture professionnelle, pas l'agriculture de bricolage. Remettre les gens sur les chemins de l'agriculture qui enrichit. Faire en sorte que les gens, lorsqu'ils sont dans le village, vous voulez avoir un terrain, tout le monde est très vite motivé à vous vendre son terrain, puisque lui n'a rien à faire avec quoi? Avec le terrain. Avec l'agriculture. C'est ça. Il est vraiment capital que nous puissions le faire. Et nous devons le faire de manière la plus professionnelle. Et le quatrième point, c'est l'accès à la terre, le cadastre agricole, la protection de nos terres, la création des conditions pour qu'effectivement, tout celui qui veut investir dans la terre, il puisse trouver des conditions favorables à l'investissement. Que le petit paysan qui a déjà planté ses 2000 plantiles de cacao avec dans les 2 hectares, qui ne se retrouve pas du jour au lendemain, le chef coutumier vient lui dire, bon, ici tu as mis ton cacao, mais ce n'est pas chez toi. Pour cette raison-là, effectivement, que je suis d'accord avec vous, que la question du cadastre agricole, c'est une question centrale pour la réforme de l'agriculture. Et donc, mesdames et messieurs, je ne suis pas venu faire de long discours, mais juste pour vous dire que la réflexion que vous avez menée va nous aider à pouvoir ajuster, à pouvoir régler, à pouvoir réorienter notre façon de voir les choses. Et j'espère que vous serez nos ambassadeurs auprès des communautés pour leur dire l'heure de l'agriculture a sonné. Les minerais s'épuiseront un jour, mais l'agriculture reste une source de revenus intarissable. Et donc c'est de là que nous devons nous orienter. Nous avons la terre, nous avons l'intelligence, nous avons de l'eau. Qu'est-ce qui nous manque à faire? Qu'est-ce qui nous reste à voir là? C'est la volonté de pouvoir transformer tout ça en richesse. Et donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est à ce terme que je vais déclarer la fin de ce colloque. Et je vous remercie.
Sur le plan protocolaire, après les mots de clôture de son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, je n'ai plus rien à dire, mais je vais me condamner. Là, je ne demande même pas sa permission. Je voudrais que nous puissions l'acclamer en étant debout. Debout pourquoi? Parce qu'il n'était pas physiquement avec nous, mais on a eu le même esprit et nous avons dit le même discours. Ce que je voudrais apprécier, c'est qu'il n'a pas fait son discours avec un papier. Donc ce sont des choses pour lesquelles il est convaincu et il veut que cela se réalise. Donc comme nous sommes debout, nous croyons que tout ce qu'il a dit là, ça sera fait et on va assister au développement de l'agriculture et l'agriculture durable. Il l'a dit, nous passerons de 800 kg de maïs par hectare à au moins 4000 kg de maïs par hectare, avec de bonnes semences. Il a dit, les fonds miniers peuvent soutenir l'agriculture. C'est à ce moment-là qu'on va assister à la croissance économique partagée. Quand les agriculteurs auront l'argent des miniers, tout le monde dira qu'il est riche et l'agriculture ne sera pas réservée aux gens qui manquent à faire. Nous l'avons dit hier, il a dit aujourd'hui, c'est un métier qu'on prend par option et l'agriculteur doit réellement vivre de ses revenus. Donc on acclame son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et pendant que nous sommes debout, nous exécutons l'hymne national, les debout congolais. Debout congolais.